Et voilà, on est de retour pour ce Mediapart Live. Merci d'être avec nous. Je vous rappelle, abonnez-vous, 4 mois pour 19 €. C'est l'offre du jour. C'est valable jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit aussi, vous avez la possibilité d'accéder à tous les articles, à toutes les enquêtes, ainsi qu'à toutes les archives de Mediapart. Profitez-en, abonnez-vous. N'oubliez pas, il n'y a qu'une seule personne qui puisse acheter Mediapart, c'est son lecteur. On vous attend nombreux. Pour ce troisième débat, troisième retour sur enquête, j'accueille sur ce plateau Dov Alphon. Bonsoir Dov. Bonsoir. Vous êtes correspondant du quotidien Haaretz à Paris. Vous avez été rédacteur en chef de ce journal en Israël. Merci d'être avec nous. Merci. Et Fabrice Arfi de Mediapart, que l'on ne présente plus. Bonsoir. Bonsoir Fabrice. Est-ce que vous pouvez procéder à un rappel des faits pour qu'on comprenne bien dans quelle histoire on s'inscrit? Oui, alors nous on a appelé ça au journal, parce qu'on aime bien mettre des mots clairs sur des situations qui peuvent paraître compliquées à un certain nombre de personnes, on a appelé ça la mafia du CO2. La mafia du CO2 et l'affaire dite du CO2 ou des quotas carbone, pour le dire rapidement, c'est tout simplement la plus grande escroquerie que la France ait jamais connue de toute son histoire. C'est-à-dire que, profitant d'une nouvelle législation et de la création d'une bourse environnementale pour lutter contre les gaz à effet de serre liés au protocole de Kyoto, toute une camarilla d'escrocs ont réussi en moins de 8 mois à détourner dans les poches de l'État, c'est-à-dire dans les poches de ceux qui nous regardent et tous ceux qui payent des impôts, au bas mot 1,7 milliard d'euros. Ça, c'est le côté plus grande escroquerie que la France ait jamais connue. Mais dans le sillage de cette affaire financière, il y a eu des gens qui ont été refroidis. Au moins 4 ou 5 cadavres liés directement ou indirectement aux acteurs, à l'argent, aux intrigues du CO2. Et puis on a découvert des liens particulier, on va dire, avec certains policiers. Et puis, on a découvert un État totalement aveugle, négligent, peut-être même complaisant vis-à-vis de cette fraude pourtant historique. Et de fil en aiguille, avec Dov et le quotidien Haaretz, on a découvert des liens entre certains des acteurs principaux. Le parquet les appelle les maîtres du CO2, les juges les appellent les organisateurs, les cerveaux, des liens très forts, notamment l'un d'entre eux, vous l'avez cité tout à l'heure, Arnaud Mimran, avec l'actuel Premier ministre d'Israël, Benyamin Netanyahou. Alors ce sont des rapports amicaux, de vacances, de connexions familiales, de déplacements, de voyages, mais aussi financiers. Et donc nous avons tiré ce fil dès le mois de mars avec Haaretz et depuis donc à peu près 3 mois, le Premier ministre israélien en est aujourd'hui, je parle sous le contrôle de Dov, à sa 4e version quant à ces rapports entre Arnaud Mimran, cerveau présumé du CO2, impliqué par ailleurs dans une affaire criminelle d'enlèvement, séquestration et d'extorsion de fonds en bande organisée d'un financier suisse. 4 versions différentes d'un chef de gouvernement, ça veut dire qu'il a menti au moins 3 fois. C'est-à-dire qu'il a commencé par dire qu'il ne connaissait pas de près ou de loin Arnaud Mimran. Je parle sous votre contrôle, je vous en prie, Dov. C'est-à-dire les versions sont loufoques à tel point que même le porte-parole du Premier ministre, de temps en temps, se prend à dire « ce n'est pas comme mon 2e démenti, c'est plutôt comme mon 3e démenti ». On se souvient du porte-parole de Nixon qui disait « This statement, c'est là la vérité, mes anciens communiqués apparemment n'étaient pas opératifs ». Donc on en est là. On a d'abord eu « je ne connais pas Arnaud Mimran ». Après, on a eu, bon, après vos 2 articles, j'ai bien réfléchi. Ce sont des faits qui remontent il y a 15 ans. Effectivement, il y a eu des liens avec la famille Mimran. Il ne dit jamais Arnaud Mimran. Mais c'était alors un homme très respectable. Et d'ailleurs, il dit, mais attendez, il n'y a pas eu une légion d'honneur là que la France a donnée. Alors pourquoi à son père, Jacques Mimran. Donc pourquoi moi, j'aurais dû savoir? Et là, on atteint le 3e démenti où il dit « je n'ai jamais reçu aucun argent d'Arnaud Mimran ». C'était donc des relations, il y a 15 ans, qui n'étaient qu'amicales. Et après, c'était « j'ai reçu pour un fonds pour améliorer l'image d'Israël à l'étranger ».
Et maintenant, on en est à une sorte de cafouillage presque lamentable, où il faut vraiment attendre chaque jour un nouveau démenti, puisque maintenant on en est au stade où vous me persécutez, et donc je vous méprise et je ne vous répondrai pas. Avant de parler des réactions que ça suscite en Israël, j'aimerais bien savoir comment s'est tissé votre travail à tous les deux, votre collaboration, Haaretz, Mediapart. D'abord, Fabrice fait tout, je fais le reste. mais c'est une question de chance. Je suis arrivé une semaine avant comme correspondant du Haaretz. Je lisais Mediapart et j'ai vu cette photo, mais c'était un collage que j'ai vu. Hein, donc il y avait. On l'avait mis en petit. En petit. Et je me dis. La photo qu'on a vue tout à l'heure, oui, des vacances. Voilà. À Monaco. Et je me dis, donc ça faisait partie d'un collage d'Arnaud Mimran avec différents personnages. Et je me dis, attendez, cet homme en rouge là, ce n'est pas mon Premier ministre. Et j'agrandis parce que je n'avais pas la photo encore. Je me dis, mais c'est pas possible, je n'ai jamais vu Netanyahou comme ça. Et j'avais une semaine plus tard une rencontre avec Edoui Plenel et il me dit, tiens, vous êtes israélien du Haaretz, vous savez? Je dis, oui, je sais, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et c'est comme ça qu'il m'a fait connaître Fabrice et depuis on travaille ensemble, je pense, avec des résultats étonnants. Hein. Ouais, alors en fait, même le premier article qu'on a fait ensemble était, je crois, un cas d'école, enfin en tout cas un super exemple de collaboration entre deux médias, parce que je peux raconter, on l'a raconté dans nos journaux respectifs. En fait, en 2011 ou 2012, je ne sais plus, un célèbre journaliste israélien qui travaillait pour la chaîne Channel 10, qui s'appelle Raviv Drucker, avait révélé un document assez stupéfiant qui était une sorte de carnet secret rédigé par Benjamin Netanyahou lui-même, qui était le carnet de ses grands donateurs aux quatre coins du monde, de ses grands financiers plus ou moins occultes quand il était, dit-il, un citoyen privé, même si c'est une expression à prendre avec mesure, puisqu'il a toujours voulu faire de la politique et c'était à une période où il était entre un gouvernement et un autre gouvernement. Et dans ce carnet qui ne manque pas de surprises, que Dov a récupéré, on découvre que pour la France, il y a 4 noms, ou plus précisément, il y a 3 noms, dont un prénom. Et le prénom, c'est Arnaud, à côté duquel il y a un numéro de téléphone. Et avec Dov, on s'était dit, mais t'imagines si ce Arnaud, c'est Arnaud Mimran? Donc Dov arrive avec ce carnet secret et charge à moi, en France, de voir si ce numéro, voilà. Si ce numéro est celui d'Arnaud Mimran à l'époque où est rédigé ce carnet, c'est-à-dire au début des années 2000. Et il se trouve, bien sûr, que je ne dirai pas comment, on arrive à obtenir notamment une facture téléphonique qui démontre, noir sur blanc, que ce numéro est celui d'Arnaud Mimran. Ce qui veut donc dire que depuis au moins 2002-2003, Arnaud Mimran, qui est le seul à être noté dans ce carnet sous son seul prénom, Arnaud, ce qui en dit déjà très long sur la proximité entre les deux hommes, fait partie de ses plus grands donateurs de par le monde, et ce qui vient donc nuancer les démentis de Netanyahou, qui aujourd'hui dit qu'il n'a reçu d'Arnaud Mimran que 40 000 $. Vu ce qu'est le train de vie du couple Netanyahou, oui. Son goût du luxe immodéré, c'est l'objet de beaucoup d'enquêtes journalistiques et judiciaires en Israël, et surtout le besoin de financement politique, je ne crois pas que pour 40 000 $, on puisse faire partie des plus grands donateurs dans le monde de M. Netanyahou. Il y a une autre dimension sans doute à aborder, c'est que Fabrice l'a évoqué tout à l'heure, c'est une somme colossale, une perte colossale pour l'État français. Tu as parlé d'1,7 milliard. Au moins. Au moins, voilà, au minimum. Comment est-ce qu'on peut expliquer la réaction de l'État français, son aveuglement, son acceptation ? D'abord, peut-être la honte. Ensuite, une lenteur qui peut être explicable. C'est très complexe. Et enfin, je pense qu'il n'y avait pas vraiment l'idée de dire c'est un grand scandale, il faut absolument qu'on arrête ça. Apparemment, l'État au début, la police, la justice, a reçu ces nouvelles stupéfiantes, ces chiffres incohérents presque, tellement c'est grand, avec une sorte de flegme. Qu'il faudrait dire que, enfin, je vais le dire, que si c'était en Israël, ça se serait su en quelques mois quand même. Parce que c'est d'une ampleur qui en fait une affaire d'État par les chiffres.
Ça ne peut pas être autre chose. Mais je pense que maintenant, souvent, la France rattrape le temps perdu. Ça se passe même pour l'euro. Hein. Alors, je pense que maintenant, l'importance de cette affaire est claire et on peut voir déjà un changement de conduite sûr. Oui, en fait ce qu'on a réussi à documenter, que déjà la Cour des comptes en 2012 avait fait un rapport qui est passé assez inaperçu, mais qui était très dur à l'égard de l'État, montrer que très tôt, entre 2008 et 2009, c'est la période de l'escroquerie, il y a déjà eu des alertes très fortes sur la fraude au quota carbone, et que, alors que l'État savait beaucoup sur la réalité et les risques monumentaux qu'il y avait pour le contribuable sur cette fraude, a mis un temps inouï à agir, je l'ai dit, soit par négligence coupable, soit par complaisance, je n'ose pas imaginer par complicité. Et comme le dit Dov, la situation est à ce point honteuse, et c'est pour ça que je dis à chaque fois au moins 1,7 milliard d'euros, que en fait la Direction générale des finances publiques, c'est un terme un peu barbare, mais qui est la grande direction du ministère des Finances en France, n'a jamais pris la peine de calculer la réalité des pertes. C'est-à-dire qu'il n'y a que la Cour des comptes qui, avec une méthodologie dont certaines personnes à Bercy me disent qu'on aurait pu un peu mieux affiner, à Bercy, des gens me disent que c'est en fait 3 milliards qu'on a perdu. En réalité, on ne sait pas officiellement combien l'État français, c'est-à-dire les citoyens français, les contribuables, ont perdu dans cette arnaque qui aujourd'hui fait couler du sang et fait trembler des gouvernements étrangers, au moins un gouvernement étranger. Et alors, comment est-ce que c'est perçu en Israël? Parce que vous avez tout à l'heure, à l'instant, évoqué qu'en Israël, ça ne serait pas passé de la même manière, que c'est un caillou énorme dans la chaussure de Benjamin Netanyahou, qui risque de mettre en péril son avenir politique. Au moins sa confiance en lui-même, ça c'est sûr. On peut le voir ces derniers jours. Je pense que, au début, ce fut tout simplement une histoire très bizarre pour nos lecteurs et certainement pour le grand public. Il faut dire que ça leur est tombé dessus du jour au lendemain, puisque personne n'avait couvert dans la presse internationale cette affaire que Mediapart a révélée. Donc, le lecteur n'avait même pas les éléments pour dire « je sais qui est Mimran, je sais ce que c'est que l'affaire du CO2 » et maintenant, Haaretz affirme que Netanyahou est touché, éclaboussé par cette histoire. Il n'avait rien. Et d'ailleurs, à ce stade, les grands journaux américains ou britanniques ne sont pas encore dans la danse, ça viendra. Et donc, ça leur est tombé dessus. Et au moins pendant nos 2 premiers articles, certainement, mais je dirais presque pendant 2 mois, le journal me disait « On aime bien ton histoire, mais est-ce que c'est vrai tout ça ?» Heureusement que Fabrice avait les photos, parce qu'autrement, ça aurait dit « Oui, énorme. Dov est un grand romancier, on le connaît. » Et petit à petit, le système est apparu. C'est-à-dire ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un épisode, ce n'est pas un roman, parce que c'est un système qui est mafieux, c'est un système où les politiques, les criminels, les policiers aveugles et bien d'autres sans doute encore dansent autour de ce magot sans que personne ne vienne les déranger. Et quand le système apparaît, alors les lecteurs étaient déjà avec nous et demandaient des explications. Et donc, les réflexes maintenant de la justice, les réunions, les communiqués, ça fait partie de la compréhension qu'il va falloir mettre un grand coup de projecteur là-dessus. Et c'est en ce sens, Fabrice Arfi, qu'on peut parler de berlusconisation de Benjamin Netanyahou? Ou de sarkozysation. J'ai pris un exemple étranger. Oui, mais que par hasard. Ils sont amis. Berlusconi et Netanyahou sont de grands amis. C'est l'un des chefs d'État que Netanyahou préfère. Ça Dov pourra le dire mieux que moi, mais de fait, Netanyahou, Berlusconi, qui n'est plus aux affaires, et sans mauvais jeu de mots, et Sarkozy, qui revient malgré les siennes, ont quand même, il y a une sorte d'invariant entre les trois. Ils sont cernés par la justice anticorruption et utilisent la politique comme une forme de bouclier, non pas pour servir des intérêts communs, mais pour se protéger à titre personnel des foudres des magistrats qui veulent juste essayer, avec les moyens qui sont les leurs et le peu d'indépendance qu'en France
on donne aux magistrats, même si ils en ont et certains en font très bon usage. En Italie, où la magistrature est plus indépendante structurellement qu'en France, et en Israël, c'est un pays qui, contrairement à la France, met en prison ces élus corrompus, quand même. Un ancien Premier ministre, Ehud Olmert, est à l'heure où on se parle en prison depuis, je ne sais plus, un mois et demi. Ça fait 2 mois. 2 mois à peu près. Il y a déjà eu un président condamné, d'ancien président en Israël. Et donc, je trouve qu'il y a un effet de sens international, en réalité, de ce que nous dit ici l'affaire Netanyahou, là, les affaires Sarkozy, les affaires Netanyahou, les affaires Berlusconi. C'est cette idée que je pense que les citoyens, quel que soit leur cheminement, de droite, de gauche, en ont marre de voir des chefs de gouvernement privatiser le bien commun pour se sauver personnellement des flammes judiciaires. Dov, vous pouvez nous dire plus précisément les réactions en Israël? Il suffit de voir Netanyahou avec Vladimir Poutine avant-hier à Moscou. C'est vraiment surréaliste. Le Premier ministre va demander par son porte-parole à un journaliste israélien de la télévision d'État de lui poser une question sur l'affaire Mimran, alors que Vladimir Poutine va attendre comme un simple figurant que le Premier ministre israélien va devoir répondre à son peuple sur ces questions. Ça dit déjà où on en est. Et d'ailleurs, le traducteur de Poutine, de l'hébreu au russe, était un ministre israélien, Zeev Alkin, qui lui a dit dans l'oreillette « Monsieur le Président, je ne vous traduis pas cette question, Mimran, parce que c'est une affaire intérieure israélienne. » Et Poutine réplique au ministre israélien « Pourquoi? C'est justement ça qui me semble diablement intéressant. » Ça a été raconté dans les journaux israéliens. Alors, quelle va être la prochaine étape, les prochaines étapes dans cette affaire? En fait, avec Dov et la joint venture que nous avons montée éditorialement, en fait, on se rend compte que Netanyahou, en quelque sorte, s'est tendu le propre piège tout seul, comme un grand garçon dans lequel il risque de tomber, avec ses démentis successifs qui sont complètement baroques. Moi, on n'est pas prophète, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on sent bien que cette affaire qui était, inaccessible, c'était quasiment un défi cognitif pour un certain nombre de lecteurs, devient aujourd'hui, et là je parle vraiment sous le contrôle de Dov qui connaît 1000 fois ça mieux que moi, devient un vrai danger judiciaire, je ne sais pas, on verra, mais politique au point peut-être que Netanyahou ne puisse pas tenir ou que ce soit une sorte de goutte d'eau qui fasse venir déborder le vase de la politique israélienne le concernant. Oui, tout à fait. Oui, je vous en prie, Dov. Je pense, sur votre question, qu'il y a 3 narrations possibles. Il y a la version d'Arnaud Mimran, il y a la version de Netanyahou, et il y a la vérité. Et je pense que Fabrice et moi vont l'atteindre, au fond. Merci. Peut-être une dernière question sur, là aussi, les conséquences en France, parce qu'on a évoqué cette somme colossale, 1,7 million d'euros. Pardon. À l'époque, c'était Christine Lagarde, c'était Éric Woerth. Dont on racontera comment ils ont peu réagi, certaines pudeurs dans la réaction qui a, de fait, par son absence, permis la fraude. Le procès de la filière Mimran, appelons-la comme ça, a eu lieu, s'est terminé fin mai. Le procureur de la République, qui a dit qu'on avait volé scandaleusement l'argent du peuple français dans cette affaire, a réclamé le maximum contre Arnaud Mimran, 10 ans de prison ferme, les menottes au moment du délibéré, le jugement qui aura lieu le 7 juillet, et la ruine, c'est-à-dire la saisie de tout son patrimoine connu par la justice. Y aura-t-il des enquêtes judiciaires sur les liens très étonnants et incestueux entre la mafia du CO2 et certains agents de la police française, voire même de services de renseignement? Y aura-t-il des suites sur le comportement de l'État vis-à-vis de cette affaire, bien qu'il y ait encore beaucoup de questions sans réponse qui sont posées? Et voilà, sur les conséquences, par ailleurs, un peu le côté House of Cards
international. C'est-à-dire qu'avec cette affaire, on a avec Netanyahou le côté House of Cards, avec la police le côté Serpico, avec le côté les meurtres, on a quasiment les affranchis. Et puis sur le CO2, on a le loup de Wall Street, quoi. Donc franchement, on a une histoire géniale. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour C'est merveilleux. Voilà, abonnez-vous. Merci à tous les deux. Merci Dov Alfond, merci Fabrice Arfi.